Bonjour à tous, bienvenue sur CLTV pour C'est l'écho, notre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'économie charentaise. Nous souhaitons aborder aujourd'hui un sujet qui tient en 3 lettres, QVT pour qualité de vie au travail. On en parle beaucoup, mais que revêt exactement cet acronyme? Peut-il être une arme de séduction pour les entreprises qui cherchent à recruter? Que doit-il conjuguer véritablement pour les salariés? Pour en parler aujourd'hui en plateau, nous accueillons Mathilde Gigon, bonjour. Bonjour. Et Delphine Lomo, bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes consultante en ressources humaines et vous avez fondé toutes les deux ensemble un cabinet de conseil aux entreprises baptisé Calis Vita. Alors, pour poser les choses, on va commencer par tenter de définir ce qui se cache aujourd'hui derrière ce terme de QVT. C'est quoi la qualité de vie au travail, Mathilde Gigon? Alors, la qualité de vie au travail, elle est née avec l'accord national interprofessionnel de juin 2013. Donc, finalement, c'est une notion qui est assez récente, qui a tout juste 10 ans. Depuis cela, on va passer les définitions protocolaires pour définir cette notion-là. On va essayer de faire simple et pratique. C'est finalement l'ensemble des actions initiées par une entreprise, qu'elles soient d'ordre individuel ou collective, et qui va favoriser les conditions de travail, la qualité de vie au travail, la performance de l'entreprise. Alors, ce n'est pas un concept totalement philanthrope, parce qu'il faut garder en tête que l'ambition ultime, c'est de faire des salariés plus performants au final, Delphine Lomo. Effectivement, c'est absolument pas philanthrope, mais comme dans toute activité, si on a des personnes qui sont heureuses de faire leur activité et d'aller au travail en l'occurrence tous les jours, on va forcément aboutir à une meilleure performance et une meilleure qualité de travail. Alors, pourquoi une entreprise en vient aujourd'hui à se poser finalement la question de l'existence de cette qualité de vie au travail pour ses salariés? Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui c'est nécessaire pour un patron de se dire, d'aborder ce sujet et d'en prendre compte? Mais en fait, il y a des indicateurs qui sont parfois très révélateurs d'une qualité de vie au travail qui n'est pas suffisante. On peut avoir un taux d'absentéisme qui crève le plafond, un taux de turnover également très important. On peut avoir des enquêtes de satisfaction des salariés qui reviennent désastreuses ou des départs en cascade. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent alerter sur ce sujet-là. Delphine Lomo, sur cette mesure. Ouais, effectivement. Et puis aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'épuisement au travail ou de burn-out. C'est aussi une raison suffisante pour se pencher sur ce sujet, en plus des difficultés de recrutement et de tout ce que vient de dire Mathilde. Alors concrètement, on l'a dit très rapidement, mais comment on la mesure aujourd'hui, cette qualité de vie au travail? Il y a vraiment des indicateurs précis pour l'estimer? Alors oui, il y a des indicateurs très précis, notamment le turnover, le taux d'absentéisme. Et une manière, en l'occurrence, de pouvoir le mesurer, c'est d'instaurer une enquête de satisfaction et un dialogue avec les salariés pour recueillir leur ressenti le plus profond. On a par exemple le Great Place to Work qui... c'est une sorte de label? Ouais, c'est une sorte de label en fait. Donc chaque année, certaines entreprises qui veulent adhérer au label donc, font passer des questionnaires à leurs salariés qui reprennent un certain nombre d'indicateurs qui sont liés à la qualité de vie au travail pour mesurer le ressenti. Alors justement, Mathilde Gigon, il faut tout le temps partir, quand on parle de qualité de vie au travail, c'est ça, du ressenti des salariés, c'est eux qui sont importants en fait, c'est vraiment l'objet de l'étude. Oui, effectivement, c'est important de partir de leur ressenti, c'est eux qui vont pouvoir faire un retour sur la santé de l'entreprise de ce point de vue-là. Il est très important aussi d'interroger tous les salariés, j'ai bien dit tous les salariés, c'est-à-dire managers compris, parce qu'eux aussi sont de bons indicateurs, ou en tout cas ont des choses à faire entendre. Alors justement, les entreprises que vous accompagnez, elles vous en parlent de cette notion? C'est quelque chose qui est un petit peu à l'ordre du jour? C'est vraiment une inquiétude de la part, par exemple, des chefs et chefs d'entreprise? Oui, effectivement, il y a déjà des entreprises qui sont très au fait de la notion, qui ont déjà mené des diagnostics, qui ont déjà mis en place certaines choses, qui ont même parfois recruté quelqu'un qui est en charge de ce genre de questions-là et qui y travaille presque à temps complet. Et puis après, il y a d'autres entreprises qui ne connaissent rien, qui ne connaissent même pas ce que la qualité de vie au travail revêt, soit par méconnaissance, soit aussi par manque de temps, parce que c'est quelque chose qui prend du temps que de lancer une démarche de qualité de vie au travail. Et il faut bien être convaincu que tout le temps qu'on va passer en fait, à travailler dessus
va permettre de gagner du temps sur toutes les problématiques et les priorités qu'on se mettait auparavant. Même ça en fera peut-être même disparaître certaines. Et Delphine Lemeau, est-ce que justement sur cette question, est-ce que ça peut être une question de les grands groupes s'en emparent et les PME un petit peu moins, ou c'est pas forcément ce fossé entre les deux? Alors il y a une réalité qui veut que effectivement les grands groupes s'en emparent pour travailler leur marque employeur, ça c'est évident. Ensuite je pense que c'est une... ça vient avant tout du dirigeant et de la politique qui veut être menée. Les politiques qui sont menées de toute façon dans les entreprises, qu'elles soient petites, grandes, moyennes, elles retentissent directement sur le bien-être et la qualité de vie au travail, mais j'insiste vraiment sur le bien-être. Un salarié qui vivra du bien-être au travail améliorera sa performance et sa qualité de vie au travail et personnelle. Donc c'est vraiment cet enjeu qui est important, la prise de conscience. Donc, comme je vous disais, quelle que soit la taille de l'entreprise, et il y a une question de temps, mais il y a surtout une question de volonté. Alors la question est un petit peu difficile, mais comment on améliore cette qualité de vie au travail si on constate qu'elle n'est pas idéale? Par quoi on commence? Quel chantier on attaque? En fait, tout dépend de l'axe qu'on va travailler et tout dépend des problématiques de l'entreprise qui peuvent être différentes d'une entreprise à une autre. Il y a effectivement certaines entreprises qui ont déjà lancé des démarches, notamment les entreprises qui mettent en place la semaine de 4 jours ou des entreprises qui ont mis en place un protocole spécifique pour les retours de congé maternité. Voilà, des choses comme ça qui peuvent aider en fait, à améliorer la qualité de vie au travail et le bien-être des salariés. Delphine Lemeau, sur cette question Alors, moi, je vais même rajouter, parce qu'effectivement, là, on est sur de l'organisationnel, sur des choses à mettre en place. Mais il y a une grosse partie qui est liée à la personne elle-même, à la reconnaissance. Alors, la reconnaissance au travail, on entend reconnaissance des compétences, mais pas que, ça ne s'arrête pas là. La reconnaissance, c'est la reconnaissance de la personne en tant que telle, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle est, de ce qu'elle ressent. Et là, c'est un petit peu plus subtil et un petit peu plus complexe à mettre en place. Et pour ça, on est sur du dialogue pur et simple. Alors, vous le dites également toutes les deux, la qualité de vie au travail peut être un argument majeur aujourd'hui pour les entreprises afin d'attirer des profils. Donc voilà, on parlait de marque employeur, on est dedans aussi. Exactement, on est en plein dedans, puisque c'est pas compliqué, un salarié qui se sent bien là où il travaille, là où il passe le plus clair de son temps. C'est un salarié qui va être non seulement plus productif, mais qui aussi va mieux parler de son entreprise. Donc ça, effectivement, c'est un levier supplémentaire pour attirer les nouveaux profils. Parce que les salariés sont aussi des ambassadeurs de l'entreprise à l'extérieur. Exactement. Et de notre côté, chez Qualis Vita, notamment, nous avons une prestation qui accompagne finalement les nouveaux salariés ou les salariés mutés dans leur installation avec leur famille. Donc on est vraiment sur un accompagnement qui se fait en dehors de l'entreprise, mais qui du coup contribue à offrir un plus par rapport à d'autres entreprises et qui permet aussi d'initier leur fidélisation et de les ancrer sur le territoire. Et on sait que finalement, c'est bien de les attirer. Il faut savoir comment les attirer, il faut savoir comment les garder aussi après derrière. Delphine Lemeau, sur ce sujet de marque employeur et la qualité de vie au travail qui fait partie des arguments pour une entreprise. Alors oui, effectivement, mais pour ça, il faut le vivre. Donc on a beaucoup de grands groupes qui font beaucoup de teasing sur la qualité de vie, sur les valeurs de leur entreprise. Mais encore une fois, ça ne s'arrête pas là. Effectivement, les salariés qui sont déjà intégrés vont être les meilleurs ambassadeurs en le vivant. Ça ne doit pas être que des grandes déclarations, quoi. Non, ça ne doit pas être que des grandes déclarations, ça doit se vivre dans les faits. Et c'est vrai que quand on discute un petit peu avec les gens autour de nous, et quand quelqu'un cherche du travail, il suffit qu'il y ait 2-3 personnes qui lui disent « non, surtout, va pas travailler là-bas, c'est l'enfer, etc. » Eh bien, même si le teasing est bon, effectivement, on évitera d'y aller. Alors, on en a parlé ensemble en préparant l'émission. Vous avez partagé sur LinkedIn un papier que vous avez apprécié qui rappelle entre autres que le work-life balance, l'équilibre entre vie pro et vie perso, arrivait en tête des objectifs de carrière les plus importants devant la stimulation intellectuelle, le fait de servir une cause ou encore de manager pour les salariés. Est-ce que des chefs d'entreprise le prennent en compte aujourd'hui, cela ? Oui, peut-être que c'est encore un des axes qui est encore méconnu
je pense, de la qualité de vie au travail. Et pourtant, dans les générations qui sont là, qui arrivent sur le marché du travail, c'est quelque chose qui est prépondérant. Voilà. Et finalement, maintenant, le temps passé à l'extérieur du travail est presque aussi important. La qualité du temps qu'on passe à l'extérieur du travail est presque aussi important que celui qu'on trouve au sein de l'entreprise et au moment de travailler. Donc oui, c'est forcément quelque chose qu'il faut prendre en compte de plus en plus. Parce qu'il y a cette notion aujourd'hui de dire que vie pro et vie perso, en fait, c'est totalement poreux. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie pro va pas être bien dans sa vie perso et vice-versa. Alors pour ça, effectivement, le confinement et la crise Covid a bien fait avancer les mentalités, nous a bien avancé sur ces sujets-là, puisque tout d'un coup, tout le monde s'est retrouvé en famille, chez soi, à gérer les problématiques familiales et les problématiques professionnelles. Donc effectivement, c'est pour eux. On ne peut plus maintenant laisser ces difficultés, ou au moins sa vie personnelle, à la porte de l'entreprise. Ça n'existe plus, puisque tout rentre et tout sort, puisqu'on travaille à la maison et on gère aussi parfois des problématiques familiales au travail. Il faut repenser tout ça et encore une fois pouvoir l'adapter avec des solutions qui vont être bien concrètes mais qui vont correspondre aussi aux besoins des personnes. Alors pourquoi c'est si dur aujourd'hui pour certains chefs et chefs d'entreprise d'accepter le changement, de dire oui par exemple à un ou une salariée qui demande un aménagement justement de son temps de travail pour des raisons personnelles? On a l'impression que c'est pas toujours évident. C'est compliqué parce que historiquement, les entreprises contrôlent beaucoup. La manière de travailler auparavant, elle était celle-là. On avait des indicateurs, des reportings, voilà, une certaine notion de la productivité qui était là. Et c'est vrai que de se dire qu'on laisse les salariés se gérer, et gérer leur temps de travail, gérer leur productivité avec des phases un peu moins productives et d'autres beaucoup plus. C'est très compliqué pour les chefs d'entreprise parce que c'est très incertain, en fait. Voilà, c'est très incertain. Mais est-ce que c'est payant au final, justement, vous le constatez, de faire confiance un petit peu à ces salariés, justement, sur des revendications de partage temps de vie perso-pro? Alors, c'est forcément payant puisque ça veut dire qu'on fait confiance. Et la confiance, c'est déjà une grosse part de la reconnaissance. Après, c'est compliqué, hein, peut-être plus même pour des petites entreprises où le dirigeant a créé beaucoup de choses et a mis beaucoup d'investissements personnels, de lâcher prise, de lâcher le contrôle et peut-être de créer des précédents. C'est une grande crainte de la part des managers, là je parle plus globalement, et des responsables d'entreprise, de créer des précédents. Et pourquoi je dis oui à quelqu'un et pourquoi je dirais pas oui à l'autre? Mais à un moment donné, si je dis oui à tout le monde, je ne maîtrise plus rien et à ce moment-là, ce sont les salariés qui prennent le pouvoir de l'entreprise. Il y a vraiment ces problématiques, ces peurs-là qui sont très prégnantes. Alors, concernant les femmes, vous dites qu'il faut en finir avec le syndrome de la superwoman. Alors, j'aime bien ce terme. Ça veut dire quoi exactement? On parle des femmes, là. Ça veut dire Et des parents en général. Hein. Oui, des parents en général, effectivement. On parle de superwoman, mais on verra aussi que les papas sont aussi impliqués. Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler comme si on n'avait pas d'enfants. Et on ne peut pas élever ses enfants comme si on n'avait pas de travail. Voilà, quand on a des enfants, à partir du moment où on a des enfants, on a une famille à gérer, les tâches ne sont plus les mêmes, le planning n'est plus le même, l'organisation n'est plus la même. On ne peut plus faire les mêmes choses. Donc après, il y a certaines choses à mettre en place. D'ailleurs, on peut dire il faut savoir anticiper, savoir prioriser. Et savoir dire non aussi, tout simplement. Il y avait un exemple aussi qui était donné pour mettre les papas aussi en avant dans ce type de sujet, à savoir que si un chef d'entreprise donne l'exemple à ses salariés en acceptant et en prenant son congé paternité, ça encouragera forcément ses salariés à faire de même. Delphine Lomot, sur cette question de la parentalité des salariés. C'est une vaste question, effectivement, et là, les stéréotypes, on la vie dure, ça c'est évident. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, mais effectivement, on demande beaucoup, notamment aux mamans, mais c'est vrai que les papas s'impliquent de plus en plus.
on a tellement d'injonctions sociétales nous disant qu'il faut qu'on soit des super parents, qu'on doit faire des sorties avec les enfants, mais qu'on doit aussi être des professionnels hors pair et impeccables et irréprochables. Ça devient presque schizophrénique, en fin de compte, pour tout le monde. Il y a besoin d'un petit peu d'apaisement dans tout ça. Et de compréhension aussi qu'on ne puisse pas être au top tout le temps. Alors, quelles pistes peuvent être explorées aujourd'hui pour aller dans le sens de cette qualité de vie au travail par et pour les patrons de PME qui n'ont pas forcément un service RH très structuré? Est-ce qu'il y a des choses simples à mettre en place, tout simplement, quand on veut ainsi un petit peu de cette question de qualité de vie au travail? On va répondre simplement. En fait, ça dépend. Ça dépend des problématiques et on pense toutes les deux que c'est en écoutant justement les problématiques de ces salariés, en mettant l'accent sur le dialogue en priorité, qu'on pourra mettre au nu les axes de travail qu'il y a à développer. Alors, avant de se quitter, je vous propose de jeter un œil à la page Entreprendre du jour. Alors, on évoque aujourd'hui la tonnellerie Navarre, installée à Saint-Sulpice de Cognac. Elle répare et reconditionne quelques 8000 barriques par an. Avec 15 salariés, la PME qui réalise 50% de son chiffre d'affaires à l'export a des projets d'extension sur quelques 2000 mètres carrés, c'est-à-dire aujourd'hui dans Charente-Libre. Pour finir, Delphine Lomo et Mathilde Gigon, est-ce que l'on peut dire qu'on part de loin en termes de qualité de vie au travail aujourd'hui en France, par exemple? Pour certaines entreprises, oui. Et puis pour d'autres, non. Il y a encore des pistes à explorer qui ne l'ont pas été. Voilà, je pense que c'est assez résumé. C'est très compliqué, très vaste comme question à développer. C'est tellement contextuel. Je ne suis pas persuadée qu'on parte de loin, ça c'est sûr, et pas besoin d'avoir non plus de service RH ultra développé. C'est vraiment une question de volonté et de prise de conscience. Il y a des choses effectivement très simples. Savoir écouter, ou du moins se donner la peine d'écouter et de parler, juste d'échanger entre personnes. Et justement, vous accompagnez notamment les chefs et chefs d'entreprise en la matière dans le cadre, avec votre cabinet de consulting Calis Vita. On en dit 2 mots? Oui. Justement, par le biais de cabinets comme le nôtre, finalement, on a un rôle aussi de vulgarisation de la notion de qualité de vie au travail. Et c'est vrai que nous, on a monté ce cabinet, qui est un cabinet conseil, pas simplement de prestations RH, mais qui met en avant des prestations plutôt innovantes et qui sortent un peu des sentiers battus. On va travailler donc sur la qualité de vie au travail et donc la performance globale de l'entreprise. On a plusieurs types de prestations, des prestations qui vont toucher l'accompagnement des salariés hors de l'entreprise, donc avec leur famille, pour pouvoir les ancrer, comme on disait tout à l'heure. On va travailler aussi sur tout ce qui est environnement de travail, travailler sur l'espace, le bureau, permettre aux salariés d'avoir une organisation de travail la plus efficace possible. Après, on a d'autres types de prestations qui touchent au dialogue et à la communication, notamment par le biais de formations qui vont accompagner les managers dans leur rôle, en s'appuyant sur des outils qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce type de contexte. Je te laisse en dire 2 mots. L'idée, c'est vraiment de... Alors, formation, c'est peut-être un grand mot, mais au moins sensibilisation et au moins donner quelques clés pour permettre justement aux managers de mieux accueillir la parole, le ressenti et d'être en capacité de réagir, parce que souvent on constate que les managers sont complètement démunis. On ne naît pas manager et c'est difficile aussi de le devenir. Ça demande des qualités personnelles et interpersonnelles très importantes. Donc voilà, c'est au moins de pouvoir donner des clés de compréhension. Et on a, pardon, je vous en prie, on a une troisième prestation, type de prestation en fait, qui justement traite de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, où là, on est moins sur de la formation, comme on vient de le dire, que sur des ateliers, des discussions, des dialogues qui viennent démystifier certains sujets. J'insiste là-dessus parce qu'on en parlait tout à l'heure, et que c'est plus pour
aborder les sujets, que les salariés sentent que l'entreprise est concernée par ce type de sujet qui n'est pas directement lié à la productivité, mais qui les impacte très personnellement. Sentir qu'ils ne sont pas les seuls aussi, qu'il y a d'autres salariés comme eux qui appartiennent à la même entreprise, qui vivent les mêmes choses. Et ensuite, si l'entreprise n'est pas en capacité de trouver des solutions, à ce moment-là, on pourra les orienter vers d'autres types de prestataires ou d'autres modes d'action, tout simplement. Eh bien, merci en tout cas à toutes les deux d'être venues en plateau. Merci à vous. Merci à vous. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau C'est l'écho. À bientôt.